tous et bienvenue dans la correction de ces exercices de RDM. Donc, on est reparti d'une situation qu'on avait déjà traitée en statique en début d'année. Donc, à savoir, c'est une grue d'atelier. On avait fait une étude sur le vérin et puis sur la flèche 2, là, pour aboutir aux efforts qu'on a là en fonction des points. Donc, le point D, qui est ici le crochet, on a un effort de 1550 dkN. Et puis on avait vu en faisant l'étude statique que en B, l'effort de poussée du vérin, c'était de 55 250 newtons. Voilà, donc on repart d'ici pour traiter maintenant des exercices de RDM. Le premier exercice de RDM, donc on fait l'hypothèse que le crochet a lâché, a cassé au niveau de sa partie cylindrique, donc c'est une cassure bien circulaire, et on va chercher à savoir si c'est normal ou pas, si on peut le retrouver par le calcul. Donc sur la partie circulaire, on a bien donc exo 1. On a bien voilà, je dessine la partie qui a cassé, voilà, ça a cassé ici, là. Et on s'aperçoit que le bas de ce petit bout de cylindre, il est avec cet effort de 1250 dkN, donc 12 500 newtons. Et puis le haut de ce cylindre, il était, pour que ça reste immobile, il était soumis à la même force. Donc ça a cassé sur ce truc-là. Donc on est dans un exemple de traction. On est vraiment dans ce cas de figure-là. Si je regarde mon cours, voilà, on est vraiment dans ce cas de figure-là où on a les deux efforts normaux qui tirent sur une poutre. Voilà. Donc on va regarder les formules qui sont ici, sur cette ligne. Alors, ça tombe bien, la question qui suit, c'est quelle est la contrainte, de calculer la contrainte. Donc, la formule, c'est sigma, c'est une lettre grecque, qui est égale à l'effort normal à la section qui résiste. Donc la section qui résiste, elle est comme ça, et les efforts, ils sont perpendiculaires. Donc c'est pour ça que c'est un n comme normal, divisé par la surface. Au niveau des unités, on est en newton, on est en centimètres carrés, et ça nous donne une contrainte en mégapascal. Voilà. Et donc, si on fait l'application numérique, on a 12 500 pour l'effort. Et puis la section, c'est une section qui est circulaire à cet endroit-là, l'endroit qui est cassé. Le diamètre, c'est un diamètre 10 mm. Donc on a pi fois 5 au carré, pi R2. C'est la section, la quantité de matière qui retenait les efforts normaux. Donc pi fois 5 au carré. Et quand on fait le calcul, on obtient 159,2 mégapascal. Bien. La question suivante concerne le matériau maintenant. On nous dit que c'est du S235. Et du S235, quand on va voir sur la petite feuille que je vous avais donnée, S235, on s'aperçoit que c'est pas par hasard qu'on a donné ce nom, parce qu'on s'aperçoit que la limite élastique vaut 235. C'est le nom du matériau qui nous donne la limite élastique. Donc ça, c'est valable pour les S et pour les E. C'est des aciers voilà, pour lesquels c'est vraiment hyper important la limite élastique, et donc le nom du matériau comprend cette limite élastique. Donc on a 235, RE qui est égal à 235, et ça c'est supérieur à la contrainte, qui était de 259. Donc ça doit tenir, ça nous dit que ça doit tenir, parce qu'on est bien dans ce cas de figure là, où j'ai ma courbe avec la contrainte ici. Mon matériau, il me dit que j'ai une limite élastique RE à 235. Voilà. Et ça me dit que moi, je suis par là. Ma contrainte, elle est par là. Elle vaut 159. Voilà, ,2. Donc, je suis bien dans la partie élastique de mon matériau. Normalement, il n'y a pas de souci. Voilà, ça devrait tenir. Alors, la question qu'on vous pose ensuite, c'est calculer le coefficient de sécurité. Donc c'est la marge que j'ai entre la contrainte
et la limite élastique. Mais attention, c'est pas une marge en addition, c'est-à-dire je veux pas chercher à savoir combien ça fait en mégapascal, je veux chercher combien de fois je peux mettre cette contrainte avant d'atteindre la limite élastique. Ben là, je vois que je suis entre 1 et 2, c'est-à-dire je suis bien en dessous de la limite élastique, mais je peux pas en mettre 2. Si je reporte cette longueur ici, là, j'arrive ici, j'arrive au-dessus. L'opération mathématique qu'il faut faire, c'est il faut diviser la limite élastique par la contrainte. Alors ça, on l'a, la définition, on l'a ici. Donc je suis sur la ligne traction-compression et la condition de résistance me dit que la contrainte doit être inférieure à RPE. Alors là, nous, on n'en a pas calculé, mais RPE, c'est RE divisé par S. Donc ce qu'on nous dit, c'est sigma inférieur ou égal à RE sur S. Et ça, ben, je peux en déduire que alors, je vais me placer dans le cas de figure où ma contrainte, elle est juste égale à RE sur S, et puis voilà. Et donc, S est égal à RE sur ma contrainte actuelle, et donc ça me donne 235 divisé par 159, ce qui fait 1,47. Voilà, et ça n'a pas d'unité. Les deux sont en mégapascal, donc j'ai pas d'unité à la fin. Voilà pour cette partie. Alors, dernière question. On remarque des traces de corrosion sur le crochet, environ 1 mm de profondeur. Donc si j'ai 1 mm de profondeur, là au départ j'ai diamètre 10, et j'ai de la corrosion sur 1 mm, c'est-à-dire comme ça. Ben, on s'aperçoit que le diamètre, il perd 1 mm de chaque côté, donc il perd 2 mm au total. Et nous, on va recalculer la contrainte, ici, et on va, alors, je vais le faire. Donc, l'effort normal, il n'a pas changé. Donc, c'est-à-dire, c'est toujours 12 500 newtons. Et je vais diviser maintenant par la nouvelle section, juste celle qui est ici, qui fait un diamètre 8. Et donc, c'est la formule pi fois r au carré, donc fois 4 au carré. Et ça me donne 248 mégapascal. Alors, ça, si je reprends la feuille du matériau, j'ai du S235. Donc, 235 en limite élastique. Donc, moi, je vois que j'ai dépassé cette limite élastique. Vous voyez, on s'est mis ici, là. Mais je vois aussi que le S235, il a une limite à la rupture de 340. C'est-à-dire qu'avant de casser la pièce, là, ici, il faudrait que je dépasse 340. Alors, ça explique en partie la cassure, parce que je suis bien supérieur à RE, mais ça l'explique pas complètement, notre petit calcul, parce que je reste inférieur à RR, à la limite à la rupture. Si on avait trouvé 500 mégapascal, ben, évidemment que si je suis supérieur à la limite à la rupture, ben, c'est normal que je casse ma pièce, mais là, je suis entre les deux. Je suis là-dedans. Alors, il y a des phénomènes un peu complexes qui se passent dans le matériau. Probablement, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... donc, on est venu déformer durablement. Ça a un peu étiré le cylindre à l'endroit du crochet, et puis il y a peut-être eu aussi un phénomène de fatigue qui a accentué le problème, et puis au final, voilà, il y a différents phénomènes qui se conjuguent et qui expliquent certainement cette rupture. Voilà. Mais ça s'explique pas très simplement à l'aide de ce calcul-là. Voilà. On va maintenant passer à l'exercice 2. Un peu plus simple. Donc, on est sur la tige ouais, je vais repositionner la feuille. On est sur la tige du vérin qui soutient la grue d'atelier. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a la flèche qui a envie de tomber comme ça, de pivoter autour du point A. Et donc, ça appuie sur le vérin. Et pour que la flèche reste en position, il faut donc que le vérin pousse vers le haut. Et donc, on voit que le vérin, il est mis en compression. C'est-à-dire que ce qui lui arrive dessus, au vérin, c'est la chose suivante.
j'ai la flèche qui appuie comme ça, et puis donc le mât qui appuie comme ça. Donc le vérin dans son ensemble est en compression, et si je regarde ce qui se passe plus précisément sur la tige, ben, je vois que la pression là, pour pas que ça bouge, va appuyer sur le piston pour que ça retienne l'ensemble. Donc j'ai un problème de compression à résoudre. Alors ce problème de compression, on voit qu'on est sur la même ligne que pour les problèmes de traction, c'est-à-dire que j'ai la même formule pour la contrainte, et puis je vais avoir la même formule pour la condition de résistance. Voilà. Donc c'est ce qu'on va regarder. Alors, on me demande, donc c'est de la compression, on me demande ensuite de calculer la formule de la contrainte et de la calculer. Donc la contrainte, c'est sigma est égal à n sur s, et ça, donc en B, j'ai un effort de 55 250. La surface qui résiste, donc sur la tige, c'est 25 mm de diamètre, donc j'ai pi fois 12,5 au carré. Et ça me donne une contrainte de 112,6 mégapascal. Voilà. On me demande d'aller proposer un matériau au bout du compte. Et donc pour ça, il va falloir déterminer une limite élastique pour obtenir un coefficient de sécurité de 3. Alors, peut-être c'est bien de réfléchir à ce moment-là plutôt que sur cette formule, c'est ce qu'on a fait au coup d'avant là, plutôt que de réfléchir sur cette formule, on peut aussi réfléchir vraiment sur la courbe. La courbe, elle nous dit quoi? Elle nous dit que on a une contrainte qui vaut 112, une contrainte à 112, voilà, 0,6, et je veux un matériau qui me donne un coefficient de sécurité de 3, c'est-à-dire que cet intervalle-là, il faut que je le reporte encore 2 fois, comme ça, avant de trouver ma limite élastique. Vous voyez? Donc je dois être comme ça, ma courbe elle doit être comme ça, elle doit être construite comme ça, c'est-à-dire avec un RE qui soit au minimum 3 fois au-dessus de 112. Donc ça veut dire quoi? Ça, si je l'écris si j'écris une équation à partir de ce que je vois ici, ben j'obtiens que RE, alors soit on met égal, soit je mets supérieur ou égal, à 3 fois la contrainte, 3 fois la contrainte, donc 3 fois 112,6, et ça me fait 337,5 mégapascal. Voilà. Alors ensuite, il n'y a plus qu'à aller chercher le bon matériau. Donc on veut un matériau, peu importe lequel, dont la limite élastique soit supérieure ou égale à 337,5. Et je vois que, alors celui-là il est pas bon, pour pas beaucoup, mais il est pas bon. Celui-là il est bon, celui-là il est bon, celui-là il est bon, celui-là il est bon, voilà. Il y en a tout un tas qui sont bons au final. Il n'y a pas de question de coût à prendre en compte dans la question là, donc vous donnez bien celui que vous voulez, mais le premier qui est valable, ça va être, pardon, j'ai perdu, 337, donc ça va être celui-là, le C40. Voilà, le premier, c'est le C40 qui est valable. Voilà pour cet exercice. Alors, on va maintenant corriger le dernier exercice. Le dernier exercice, c'est un exercice de cisaillement. Alors, le cisaillement, c'est un peu plus compliqué que la traction et la compression. Il y a juste 2 petites choses à prendre en compte en plus des exercices de traction et compression. Alors, alors l'acisaillement, ce qu'il faut comprendre, c'est que contrairement à la traction et la compression où on avait vu qu'on avait pour la traction, comme ça on tirait sur un élément, et si ça cassait, c'était cette section là qui se déchirait. C'est cette section là
ronde qui résiste aux efforts normaux. Okay. Quand on est dans le cadre du cisaillement, c'est un peu différent. On est dans ce cadre-là, où en fait, je vais avoir d'un côté un effort comme ça, et de l'autre côté, un effort qui va pousser de l'autre côté. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on ne va pas avoir les sections qui vont avoir tendance à se rapprocher ou s'éloigner comme pour la traction et la compression, mais on va avoir tendance à avoir du glissement, c'est-à-dire deux couches là qui sont très proches l'une de l'autre vont avoir tendance à glisser l'une sur l'autre, comme ça et comme ça. Voilà, je ne sais pas si le dessin est très clair, mais c'est vraiment ce qui se passe. Là, on a du glissement, alors que là, on avait un écartement pour la traction. Alors, quand j'analyse ce qui se passe au niveau de l'axe entre la flèche et le vérin, on a la flèche qui veut partir vers le bas, la pièce jaune là, qui veut partir vers le bas, et par contre, on a la tige qui veut partir vers le haut. Ça crée sur l'axe qui est là, une contrainte qui fait que, alors, il aurait fallu retourner le dessin. Donc, ce qui est en vert là, c'est le vérin. Donc, c'est vrai que ça aurait été mieux de le retourner. Je l'ai fait dans la version que je vous avais envoyée, mais j'ai vu que dans les retours, vous aviez fait les feuilles que je vous avais distribuées le dernier jour. Bon. Alors, donc, on a le vérin qui pousse dans un sens et la flèche que j'ai dessinée en rouge qui pousse dans l'autre sens. Et donc, au niveau de l'axe, vous avez cette surface-là qui est poussée vers le bas, et cette surface-là, les deux surfaces en chape, là, sont poussées vers le haut. Donc, ce qui se passe, pour bien comprendre ce qui se passe, il faut se dire que l'axe ne va pas être assez costaud pour résister à ça. Et s'il n'est pas costaud, il va casser en deux endroits. Il va casser ici et ici. Donc en fait, on a deux sections rondes qui résistent à cette contrainte. Donc c'est parti, on va calculer ça. On a une contrainte de cisaillement dont la formule vaut tau, c'est à nouveau une lettre grecque, qui est égale à T sur S. Alors, on a une autre lettre pour l'effort. Pourquoi est-ce qu'on a une autre lettre? Parce que par rapport à la section qui résiste, l'effort, il est tangentiel. Il est sur le plan qui résiste, alors que là, il était perpendiculaire au plan qui résistait. Voilà pourquoi on a une autre lettre, N comme normal au plan qui résiste, et T comme tangent au plan qui résiste. Voilà. Au niveau de l'application numérique, on a 55 250, divisé donc par... il ne faut pas se tromper ici, voilà, c'est là une des subtilités du cisaillement, c'est que là on a deux sections qui résistent, donc c'est deux fois, c'est des sections rondes, donc pi fois le rayon au carré, ce rayon il vaut 20, donc ça fait 10 au carré. Voilà ce qu'il fallait faire comme calcul. Et quand on fait l'application numérique, on trouve un tout petit peu moins de 88 mégapascales. Voilà, on va arrondir. Alors, la question suivante. Au bout du compte, on veut regarder si le C55 de notre axe est conforme. Et donc, on veut regarder si la limite élastique est la bonne. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va repartir de la courbe. Souvent, ça simplifie le raisonnement, en fait, de partir de la courbe. Alors, ici, on a une courbe en cisaillement, donc c'est la lettre tau. On a une contrainte, donc tau, qui est à 88. Et on voudrait un coefficient de sécurité de 3. Donc pour avoir un coefficient de sécurité de 3, je prends mon intervalle ici et je le reporte au-dessus 2 fois. Au final, ça fera 3 fois. Et je veux avoir un REG. Voilà. C'est là que c'est là qu'on retrouve la deuxième subtilité, c'est que ici c'est pas la limite élastique, c'est la limite élastique au glissement. Et c'est pas le même. Pour un matériau donné, on n'a pas la même limite élastique au glissement que la même limite élastique.
Donc nous, en tout cas, ce qu'on veut, c'est avoir un matériau qui est une courbe pour lequel REG soit 3 fois plus haut que la contrainte taux. Donc on voit qu'on a REG qui doit être supérieur ou égal à 3 fois la contrainte. Donc c'est-à-dire REG, alors soit vous gardez le supérieur ou égal, soit vous mettez un égal, ça n'a pas trop d'importance. Donc 3 fois, ça fait 363 mégapascales. Et on vous dit que pour les matériaux dont il est question pour un axe, là, pour les matériaux métalliques, en fait, les aciers, et ben, c'est cette limite élastique, c'est la limite élastique au glissement est la moitié de la limite élastique tout court. Donc on a REG qui est égal à RE sur 2. Donc ça nous dit que RE est égal à 2 fois REG. Donc au final, il faut qu'on cherche il faut qu'on ait un matériau dont la limite élastique vaut 2 fois la valeur qu'on avait trouvée ici. Donc RE supérieur à 2 fois 363. Donc ça nous donne 528, si je ne me suis pas trompé. 528 mégapascales. 528 mégapascales, bah, il faut aller vérifier sur le C55 si ça marche. Alors le C55 on le trouve ici, et ben non, il est à 420, donc ça marche pas. Et ça va pas donner satisfaction au niveau du coefficient de sécurité. Donc il faut choisir un nouveau matériau qui soit supérieur à 528. Donc 528, et ben on a celui-là qui marche, le 38CR2. Ouais, il faut aller chercher dans les aciers alliés maintenant. Donc 522, on a apparemment la plupart des aciers alliés fonctionnent. Celui-là, voilà. Juste à la fin là où ça marche plus trop. Voilà. Voilà, merci bien. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous bloquez sur différentes choses. N'hésitez pas. Voilà. Bonne journée à vous. Au revoir.